Oui, j'ai toujours le même sweat. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non! Je creuse le choupier. J'ai fait une vidéo pour les personnes qui trouvent qu'elles donnent beaucoup mais qu'elles ne reçoivent rien. Ça demande de faire la différence entre l'amour et le besoin d'amour parce que en fait, tu donnes autant que tu reçois. En vrai, il n'y a qu'un seul canal, voilà, il n'y a pas un canal donné et un canal recevoir. C'est le même, donc s'il est bouché dans un sens, en vrai, il est forcément bouché dans l'autre. Donc c'est un peu la première raison à ça, mais en fait il y en a une autre qui est un peu liée, mais pas que, qui est due au fait que chacun a sa manière d'exprimer son amour. Donc dans cette vidéo, on va répondre aux deux questions mais cruciales. Comment je me sens aimée et comment l'autre se sent aimé. C'est très important de savoir répondre à ces questions si on veut avoir une relation épanouissante. On va parler aujourd'hui des 5 langages de l'amour, qui est un concept développé par Gary Chapman. Il y a plein de livres qui existent sur le sujet et je t'invite très fort à t'en procurer au moins un après la lecture de cette vidéo pour te nourrir de tous les exemples et de tous les détails de ces langages-là. Pourquoi c'est si important de connaître les langages d'amour de chacun? Parce qu'on a très tendance à donner à l'autre ce qu'en réalité on aimerait recevoir. Et on ne comprend pas en fait pourquoi il ne le reçoit pas, pourquoi il a l'impression qu'on lui donne rien, alors qu'on lui donne quelque chose qui a beaucoup de valeur pour nous. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, on est branché sur notre canal et pas sur le sien. Et l'amour, c'est une énergie du don. Donc si je veux donner quelque chose à quelqu'un que j'aime, eh bien je dois le faire de la manière qui lui plaît à lui, et pas qui me ferait plaisir à moi. En fait, on a tous une LV1, c'est le langage qu'on a le plus reçu en étant enfant, et donc qu'on a le plus appris. Et ce ne serait pas que je dois nécessairement parler que le langage de l'autre et jamais le mien pour exprimer mon amour. C'est juste que en fait, si jamais je parle pas son langage et qu'en fait dans tous les 5 langages, le sien est le seul que je parle pas, bah il va pas se sentir aimé. C'est con. Chacun de ces 5 langages sont précieux, importants et valables. C'est juste qu'on aura plus de succès dans nos relations si on est polyglotte. De manière générale, comme j'en parle dans cette vidéo, même si le sujet est un peu différent, on a tendance à projeter nos propres fonctionnements sur les autres. Et on croit qu'ils fonctionnent comme nous. Et que si on aime quelque chose, les autres devraient forcément l'apprécier aussi. Et je sais qu'en écoutant ça, tu es en train de te dire « bah non, c'est normal qu'on aime tous des trucs différents ». Mais dans ce type de fonctionnement-là, c'est pas toujours aussi évident. Donc c'est parti pour les 5 langages de l'amour. Le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Comme je disais, on parle ce qu'on a appris enfant. Donc si toi tu as été dévalorisé en étant enfant, c'est normal que tu aies aujourd'hui un peu de mal à formuler des paroles valorisantes et que quand on t'en dit, tu les acceptes pas vraiment. D'ailleurs, si tu fais partie de ces personnes qui ont un fort besoin de reconnaissance, ça peut venir de là. Si je n'ai pas été valorisée en tant qu'enfant, je vais chercher cette valorisation en tant qu'adulte. Et si je suis dans une relation où je suis dévalorisée par mon partenaire, eh bien soit je vais partir, soit ça va me rappeler des schémas de quand j'étais enfant, où j'étais pas valorisée par mes parents et donc j'attendais leur valorisation à eux. Et donc je pourrais avoir tendance à rester dans une relation où je suis dévalorisée, à attendre désespérément que mon partenaire me dise quelque chose de différent et me valorise. Il y a très peu de chances que ça arrive. Dans les paroles valorisantes, on va compter les compliments. Et il y a des compliments qui touchent plus que d'autres. Par exemple, les compliments sur le physique ne sont pas ceux qui touchent forcément énormément. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait exprès, c'est pas quelque chose qu'on a développé, c'est un peu un état de fait. Bon, je dis ça, moi je suis sensible à ça, donc quand je trouve quelqu'un de beau, ça déborde, je n'y peux rien, hein, donc je ne fais que lui dire, mais je sais. Mais justement, dans le délire de la projection, là, bah moi j'ai un peu un truc avec ça, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Dans notre culture sexiste, les femmes cherchent à être complimentées pour leur beauté et les hommes pour leur force. Et en gros, voilà, c'est un peu un lieu commun qu'une femme qui n'est pas belle ou un homme qui n'est pas fort ne vaut pas grand-chose. Et je sais que, bah, sans vraiment le choisir, hein, moi je suis justement sensible à ce type de compliments. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai tendance à le faire beaucoup? Bah voilà, je sais pas, mais ça peut. Ça peut être des compliments sur un accomplissement, quelque chose pour lequel la personne s'est démenée et qu'elle a réussi, ou en tout cas, même si elle n'a pas réussi, ce qu'elle a fourni, ce qu'elle a développé et mis en place comme ressource, c'est-à-dire juste le fait qu'elle s'est défoncée en fait, ça demande d'être reconnu. Et ça peut être aussi des compliments sur une attitude, l'attitude que cette personne a envers vous, ou envers le monde, enfin je sais pas, mais quelque chose qui est vraiment un trait de sa personnalité et de sa sensibilité.
Dans les paroles valorisantes, on a aussi les appréciations, ça peut être sur un moment, une attitude aussi, mais sur une attention par exemple. Si j'ai passé un bon moment avec quelqu'un, même si ça avait l'air super partagé, eh bien j'ai tout à gagner de lui dire, tout simplement. Rappel, dans cette vidéo, l'appréciation est une des 7 compétences à développer, compétences qui donnent confiance en soi, en amour, et qui vont permettre de vraiment construire une jolie histoire. Dans les paroles valorisantes, on a aussi les encouragements. Et parfois, ça demande d'y penser un petit peu. On n'y pense pas forcément parce qu'on se dit qu'on n'a pas découragé la personne, mais en fait, on ne l'a pas encouragée non plus. Donc voilà, ça a toujours plus d'impact. Ça va nourrir plus l'énergie de la personne, de vraiment l'encourager pour ce qu'elle est en train de faire et de la soutenir. 2 petites clés pour les paroles valorisantes. La première, et on verra que c'est un peu différent d'un autre langage d'amour, c'est qu'on ne va pas remettre en question la parole valorisante de quelqu'un. Même si on n'est pas d'accord, parce que justement peut-être qu'on n'a pas reçu beaucoup de paroles valorisantes et donc dans notre système c'est un peu incohérent, ça sonne un peu comme un inconnu de recevoir, d'entendre des choses agréables, c'est pas pour ça que c'est faux ou pas sincère. Et ensuite ça demande d'apprendre à verbaliser ce que j'aime. Merci pour cette discussion, j'ai beaucoup apprécié que tu viennes avec moi ce soir. C'était vraiment une bonne idée d'aller voir ce film ensemble. J'adore quand tu fais ça. Bravo! Ça sent super bon ce que tu as fait, j'ai trop hâte de goûter. Ouais, je suis d'accord. Alors attention, je dis pas que ce serait dévalorisant de dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est juste que quand on est d'accord, autant le dire, autant le souligner, puisque ça va améliorer le lien et c'est toujours plus agréable à entendre. Ça valide la personne. Ensuite, on a les cadeaux. Comme nous dit Gary, un cadeau est un cadeau quand il est gratuit, quand il est une expression authentique de l'amour de la personne et qu'il n'est pas là pour camoufler une erreur ou rattraper un truc. Et les cadeaux dont on parle ici en tant que langage d'amour, ils ne viennent en échange de rien, ils sont gratuits. Donc c'est pas les cadeaux de remerciement, par exemple. Parce que ça, c'est une expression de reconnaissance, mais pas d'amour. Un cadeau, c'est là pour faire plaisir à l'autre, c'est donc spécifique à la personne. C'est pas un truc qu'on a trouvé cool pour nous et qu'on va offrir à l'autre, même si on peut avoir des goûts similaires, évidemment. Mais quand on se dit qu'on ne sait pas faire de cadeaux et qu'on ne sait jamais quoi offrir, eh bien, en fait, c'est juste que ça nous demande d'être encore plus attentif aux personnes qu'on aime et de faire preuve de curiosité, encore une des compétences dont je parle dans cette vidéo. La curiosité, c'est une attention de qualité qui va te donner plein d'idées de cadeaux en découvrant les spécificités de la personne. Mais forcément, ça demande de l'attention et parfois un peu de temps. Et un cadeau, il n'est pas forcément ni matériel, ni grandiose. Ça peut être effectivement quelque chose que tu achètes, que tu prépares, que tu confectionnes ou même que tu trouves. C'est simplement la matérialisation, le symbole concret, physique de ta pensée pour la personne. Donc effectivement, ça peut être quelque chose de matériel, comme une fringue, une poterie, un bijou, un caillou ramassé par terre, des fleurs, je sais pas. Mais ça peut être aussi un moment, comme un week-end, des vacances, un saut en parachute ou un massage. Ça peut être quelque chose de plus immatériel, comme une playlist, une chorégraphie, ou encore de l'argent. Mais là, c'est vrai que souvent, c'est quand même un peu moins personnalisé. Donc c'est pas quelque chose, l'argent, qui va nécessairement toucher le cœur de la personne à qui tu l'offres. On a parfois en face de nous des gens qui n'acceptent pas les cadeaux, des gens qui sont gênés, et ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que le cadeau arrive trop tôt dans la relation et qu'il paraît peut-être disproportionné, que la nature du cadeau et que la nature de la relation, pour l'instant, vont pas vraiment ensemble. Ça peut être qu'on s'en croit pas digne, qu'on croit qu'on n'a pas mérité ce cadeau. Là, ça peut être quelqu'un qui a du mal à recevoir gratuitement et qui croit qu'il faut avoir fait quelque chose de spécial pour mériter de l'attention, et en l'occurrence sous forme de cadeau. Dans cette même veine-là, d'incapacité à vraiment recevoir, ça peut être une incapacité à recevoir sans donner quelque chose en retour. Et à ce moment-là, on se sent redevable. Et peut-être qu'on n'a pas envie de donner quelque chose en retour, justement. Ça nous met mal à l'aise. Et peut-être qu'on sent qu'il y a une réciprocité qui n'est pas tout à fait là, ou on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon, je sais pas, bref, t'as compris. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas forcer cette personne à accepter le cadeau, hein. On accepte son refus, c'est son fonctionnement à elle, et puis bon, moi je sais que ça a tendance à un peu me vexer parce que je vais me dire mais quoi, tu veux pas, tu n'acceptes pas mon amour? Mais en vrai, on n'y peut rien.
Bon, en tout cas, on n'achète personne avec des cadeaux. Personne ne nous doit de cadeaux sous prétexte qu'on leur en aurait fait plein. Parce que là, on serait justement dans la projection de notre besoin, notre envie d'en recevoir, et donc pour ça, bah, on en fait, et du coup, on n'est pas content si on n'en a pas. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ah oui, et à moins que ce soit vraiment décidé consciemment et assumé par tout le monde, on n'achète pas de chiots à Noël. Même un petit poisson combattant, je veux pas le savoir. On a ensuite les services rendus. Un peu comme les cadeaux, rendre service n'implique pas que quelqu'un nous rende service en retour, pas comme langage d'amour. Ça peut être assez simple, hein, parce qu'il y a toujours une occasion de filer un coup de main par-ci par-là. Par contre, c'est bien de demander à la personne si ça lui rendrait service et si ça lui ferait plaisir qu'on l'aide, je sais pas, pour laver sa voiture, aller faire des courses ou je sais pas quoi. Parce qu'on peut tomber sur une personne qui le prend mal et qui nous dirait bah quoi, pourquoi tu me fais ça, tu crois que je peux pas le faire toute seule? Donc bah, les services rendus, ça peut être réparer quelque chose, faire à manger pendant qu'il y en a un qui est en train de travailler, enfin aider quoi. Nous avons ensuite les moments de qualité. Les moments de qualité, ça va être faire des choses ensemble, mais c'est pas tant ce qu'on fait qui va compter que ce qui se passe à un niveau émotionnel. Parce qu'on peut faire un truc super ensemble et passer un moment de merde, tout comme on peut faire un truc un petit peu insignifiant et pourri et passer un super moment. Donc on peut faire la cuisine ensemble, on peut discuter, et là ça implique de savoir parler comme de savoir écouter, d'avoir une conversation à un niveau émotionnel là aussi, parce que si on parle que de notre boulot, on a beau discuter, en fait il se passe pas grand chose, et ça n'en fait pas un moment de qualité. Ça peut être accompagner la personne dans quelque chose qu'elle aime, mais on y va parce que c'est important pour elle, pas parce qu'on en a quelque chose à foutre du basket ou des fleurs séchées, mais parce que c'est important pour elle et on va se connecter à elle à travers cette activité. Et on y va pour la connexion et pas l'activité en elle-même. Et pour terminer, le toucher physique. Le toucher, c'est un besoin vital. Un bébé, il développe son affect quand il est touché, sans ça, il meurt. Donc le toucher, c'est un acte de tendresse. On ne touche pas juste un corps, on touche quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ça a beaucoup d'impact. Et quand on ne touche pas, eh bien c'est aussi quelque chose qu'on ne touche pas justement, et l'absence de ce toucher a aussi un impact très fort. Alors maintenant, évidemment, on n'a pas tous le même rapport au toucher. Il y a des gens qui sont plus tactiles que d'autres et il y en a qui ont eu des expériences de toucher bien malheureuses. Si j'ai découvert le rapport au toucher et la proximité physique par des abus ou des violences, forcément, ça va pas être le truc qui me fait le plus kiffer, même quand c'est agréable, je vais forcément avoir une réticence là-dessus. Donc ça demande peut-être d'apprendre petit à petit, déjà de guérir les traumatismes et micro-traumatismes qui ont été à l'origine de cette mise à distance, et puis après de réapprendre le toucher, mais de redécouvrir le toucher d'une manière agréable. C'est très très important de se rappeler de ça et de l'impact que ça a, et de bien respecter la personne dans son histoire, dans son rythme et sa sensibilité pour préserver la relation, sinon ça nique tout. Il y a 3 facteurs à prendre en compte pour bien exprimer le toucher. Le premier, c'est le moment. Là encore, ça peut être le moment à quel stade de la relation on est, mais à quel moment de la journée aussi. Le deuxième facteur, c'est la façon de toucher. Ça peut être la nature du toucher, est-ce qu'il y a plus ou moins de pression, etc. Mais aussi l'intention qu'on met derrière. Et le troisième facteur, c'est l'endroit. Alors l'endroit, ça peut être extérieur, puisqu'on ne va pas se toucher pareil si on est dans une chambre ou si on est dans un bus. Et l'endroit intérieur, l'endroit de soi, parce qu'on ne va pas avoir le même impact si on touche la joue ou les fesses, par exemple. Ben oui, je t'apprends rien, mais disons-le quand même, un toucher peut être complètement inadapté au contexte, peut être pas correct ou en décalage complet avec l'état émotionnel de la personne ou de la situation. Et si c'est le cas, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est la personne qui reçoit le toucher qui évalue si c'est approprié ou pas, quel que soit ce que l'émetteur du toucher en pense. Pour qu'un toucher ait l'impact qu'on a envie qu'il ait, en général agréable, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute. Ça demande d'être attentif aux réactions de l'autre et aussi on peut lui demander s'il aime ça ou pas en fait. Au moins c'est clair.
Voilà donc pour nos 5 langages de l'amour. Tu as pu peut-être identifier quel était ton langage principal. Si ce n'est pas le cas, tu vas retrouver plein de tests sur internet pour vraiment avoir une observation plus fine, de voir quel langage vraiment se détache. Et si tu en as observé un qui n'était pas du tout le tien, eh bien sache que tout ça s'apprend et que tu as tout intérêt justement à l'apprendre pour rendre ta relation tout simplement plus riche ou même rendre ta relation faisable tout court, parce que encore une fois, s'il y a un langage que tu parles pas et que c'est précisément l'ALV1 de ton partenaire, on est mal barré. Et donc oui, apprendre ça peut être très fun, mais ça peut être aussi parfois un peu long, désagréable ou maladroit, mais ça se fait par petites étapes. Et oui, ça demande un peu de patience. Mais c'est ok de dire qu'on se sent maladroit et qu'on a envie de progresser, plutôt que d'essayer de camoufler sa gêne d'apprendre cette LV3. Et comme je disais au début de cette vidéo, on donne souvent ce qu'on aimerait recevoir. Et il se trouve qu'il y a assez peu de gens qui globalement sont familiers avec cette idée des 5 langages de l'amour là, et qui sont très enclins à te donner à toi ce qu'ils aimeraient recevoir, tout comme c'est peut-être ce que toi aussi tu faisais. Donc en fait ça te donne une info sur ce que eux ils ont envie de recevoir. Et à ce moment-là, tu peux toi leur donner directement. Et tu peux sensibiliser ces personnes à ce concept-là pour leur dire que en fait, voilà, tu remarques cette attention de leur part, on valorise, mais que ce que tu as... Alors on dit pas mais, parce que quand on dit mais ça annule ce qu'on a dit avant. Donc voilà, par exemple, tu peux dire j'apprécie beaucoup quand tu me dis que tu m'aimes, j'apprécierais encore plus que tu me le dises avec un cadeau. Et globalement, j'adore notre relation. Ça, c'est une manière élégante et positive de donner du feedback et de faire des demandes. Si tu es célibataire et que quelqu'un te plaît, pense à ces 5 langages-là pour manifester ton intérêt à cette personne qui te plaît à travers ces différents langages. Pour être sûr qu'à un moment, ce soit reçu comme ça le touche lui. Alors après, ça ne veut pas dire que cette personne te doit d'être en relation avec toi, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, il sera plus enclin à recevoir ta manifestation d'intérêt et s'il est touché, eh bien ce lien émotionnel qui se crée a plus de chances de conduire à... Voilà pour les 5 langages de l'amour qui nous permettent de donner vraiment et de recevoir vraiment. Si tu as apprécié cette vidéo et si tu as appris quelque chose, eh bien mets un pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne pour avoir plus de conseils pour tes relations amoureuses. Si tu veux aller plus loin et travailler de manière personnalisée sur tes relations amoureuses et ta confiance en toi, tu peux me contacter pour des séances de coaching. Elles sont possibles par Skype et tu trouveras tous les détails sur mon site internet dont le lien est dans la description. Observe bien ton entourage et ton partenaire et amuse-toi à leur montrer que tu les aimes.